Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce vendredi 24 janvier. Ce soir, une solution pour lutter contre le décrochage scolaire. À Fontenay-le-Comte, pas question d'attendre qu'il soit trop tard pour essayer de retenir les élèves fâchés avec l'école. Une classe du collège Tiraco leur permet de continuer à apprendre, mais autrement. Attention à votre posture. Les 3/4 des Français travaillent dans le secteur tertiaire, une grande majorité assis. Eh bien, même si on s'en doute un peu, vous allez voir que cette station prolongée n'a pas grand-chose de bon pour notre corps. Et puis Christophe Gouraud est dresseur de chiens de chasse, mais il est aussi adepte de chasse au vol, une passion qui le conduit à être un des 9 Français propriétaires d'un aigle royal. Pas de problème sans solution. À Fontenay-le-Comte, le collège Tiraco ne compte en tout cas pas baisser les bras face aux ados qui n'aiment pas l'école. Avant que les jeunes quittent définitivement le système scolaire, l'établissement les dirige vers leur classe parenthèse pour retrouver le goût d'apprendre. Carl Laboureux. Je suis en train de prendre l'adresse de l'entreprise. Tom n'a que 14 ans, mais à son âge, il a déjà envisagé de quitter l'école. L'école, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. C'est plus rentrer dans la vie active le plus tôt possible. Alors c'est décidé, l'an prochain, Tom suivra une 3e prépa pro avant de tenter un apprentissage. Et s'il a choisi de ne pas décrocher, c'est en partie grâce au dispositif parenthèse. Ici, depuis 2010, les élèves repérés comme potentiellement décrocheurs bénéficient d'un accompagnement individualisé, non pas pour une remise à niveau scolaire, mais véritablement pour une réflexion sur leur orientation. Notre objectif, c'est de faire un pas de côté. C'est-à-dire de sortir un peu de cette situation cristallisée dans laquelle l'élève arrive en classe en se disant que de toute façon on ne va pas y arriver, qu'il est nul, que tout ça ne sert à rien. Nous, notre idée, c'est de leur dire « Ouais, tu as peut-être une idée, toi, d'avenir, et si on la travaillait ensemble ? Et si on allait voir comment ça se passe vraiment ?» Et pour ça, des périodes de stage sont proposées aux élèves. Je suis venu pour demander si je pouvais prendre si je pourrais être pris en stage. Mais aussi des ateliers. Ce jour-là, Jason s'essaie à la menuiserie. L'objectif de parenthèse, c'est aussi de revaloriser l'élève. Pour les remotiver par rapport à l'école, on leur fait faire une réalisation suite à ce qu'ils ont observé en stage ou en mini-stage d'observation ou aux visites d'entreprise qu'ils ont faites. Actuellement, 5 élèves du collège André Tiraco bénéficient du dispositif et les résultats sont très encourageants. Certains d'entre eux ont retrouvé du sens à ce qu'ils font en classe et sont plus attentifs, plus motivés et ne sont plus non plus dans les élèves qui essayent de se faire oublier dans le fond de la classe, qu'on appelle les décrocheurs passifs. Chaque année scolaire, entre 20 et 30 collégiens sont ainsi accompagnés grâce à ce dispositif qui a su adapter le milieu scolaire à l'élève et non l'inverse. Et la Vendée compterait aujourd'hui 3000 jeunes sortis du système scolaire très tôt qui sont au chômage et sans diplôme. On va revenir un instant sur le dossier Fagor-Brandt. Dernière information en date, une manifestation est prévue vendredi prochain, le 31 janvier, à 14h à La Roche-sur-Yon, sur demande des syndicats. La direction vendéenne de Fagor s'est d'ailleurs arrangée pour qu'aucun salarié du groupe ne travaille à ce moment-là. Et puis les élus locaux ont donc rencontré Arnaud Montebourg hier matin. Le ministre du redressement productif recevait les syndicats et les représentants des communes concernées par le redressement judiciaire du groupe. L'occasion pour les élus, toutes étiquettes confondues, d'insister sur la nécessité de poursuivre les négociations avec Cévital, ce conglomérat algérien qui souhaite reprendre tout le groupe Fagor, sauf les 2 sites vendéens. Le ministère, les syndicalistes, mais également les élus vont se battre pour créer les conditions que ces sites soit repris par l'industriel, qui est un vrai industriel, qui a déjà repris des entreprises en difficulté en Saône-et-Loire, dans le département du ministre, et pour l'instant a tenu ses engagements. Donc il faut absolument qu'on crée les conditions qu'ils puissent avoir un projet. Une bonne offre, c'est 3 critères. D'abord, le périmètre social le plus large, le moins de casse sociale possible, le mieux-disant social, le périmètre territorial, c'est-à-dire l'ensemble des sites repris, et enfin, surtout, une robustesse. Il ne faut pas céder au court-termisme. Moi, des solutions de sous-traitance, attention, ça peut être confortable dans le court terme, mais ne pas durer dans le long terme.
Bruno Retailleau, interrogé donc hier jeudi dans le cadre d'une réunion de l'UMP Vendée qui faisait sa rentrée politique. C'était aux Essarts. L'UMP qui, rappelons-le, a investi 3 candidats pour les élections municipales à La Roche-sur-Yon, à Fontenay-le-Comte et au Sables-d'Olonne. 3 investitures dans le cadre d'un accord avec le centre. Et puis, précisons aussi que dans l'immense majorité des communes vendéennes, les candidats aux municipales se présentent sans aucune étiquette politique. Enfin, toujours dans le dossier Fagor, notez que l'inquiétude est d'autant plus grande à Esnay que l'hypothèse de sauver les 2 sites vendéens de Fagor n'a vraiment pas été confirmée hier matin à Paris. Dans un communiqué, le maire Bernard Perrin précise même que le ministre a ajouté à 2 reprises lors de cette rencontre qu'il est peut-être envisageable que l'un des 2 sites vendéens soit repris, mais peut-être pas les 2. Dans le reste de l'actualité, un mot maintenant concernant le marché du travail avec le premier forum départemental de la pluriactivité. Ça se passe demain samedi à la Longère de Beaupuy. L'idée, c'est de montrer qu'il n'y a pas que des missions saisonnières à l'été et que dans le département, on peut enchaîner différents emplois de janvier à décembre. Le salon du travail saisonnier et de la pluriactivité, c'est donc demain samedi de 10h à 17h à la Longère de Beaupuy. C'est donc sur la commune de Mouilleron-le-Captif, près de La Roche-sur-Yon. Vous avez peut-être lu ou entendu le classement des banques publié cette semaine par l'UFC Que Choisir. Pour mémoire et pour simplifier, ce sont les banques sur Internet qui coûtent le moins cher en termes de frais bancaires pour peu qu'on ait de l'argent sur ses comptes. Mais ce que l'association souhaite aussi rappeler, c'est que d'ici au 1er août, nous allons tous être soumis à la réglementation du CEPA, une harmonisation européenne qui va supprimer nos autorisations de prélèvement. Grégoire de Châtillon. Le CEPA, ça va changer quoi ? Eh bien, dans ce nouveau système, la demande et l'autorisation du prélèvement ne feront plus qu'un, appelé mandat. Il devra être conservé par le créancier et la banque du débiteur acceptera le paiement du prélèvement sur la bonne foi donc du créancier. Cette nouvelle uniformisation européenne qui va radicalement changer nos habitudes devait voir le jour le 1er février. Elle a été reportée au mois d'août. Cependant, le CEPA, on ne sait toujours pas ce que c'est. Vous savez ce qu'est dans le domaine bancaire le CEPA ? Non, je ne sais pas. Pas du tout, aucune idée. Absolument pas. Pour l'UFC Que Choisir, le CEPA égale aussi danger. Lorsqu'on autorisera un fournisseur à faire un prélèvement, mettons un fournisseur de téléphonie, il n'y aura plus besoin d'avertir sa banque. C'est lui qui se chargera de la procédure. Et pour ça, il existe des garde-fous. Pour éviter les risques de dérapage, théoriquement, la loi prévoit de faire des listes, soit une liste pour indiquer les personnes que l'on autorise à prélever sur le compte, soit au contraire faire une liste des personnes, des sociétés à qui on refuse le prélèvement sur son compte. Jusqu'à présent, UFC Que Choisir observe que les banques ont très peu communiqué sur le sujet. Un rendez-vous donc s'impose avec votre conseiller de clientèle pour anticiper l'arrivée du CEPA. Jacques Oxiette, pas vraiment d'accord avec la disparition des régions. Nos confrères de Ouest France publient aujourd'hui une tribune du président des Pays de la Loire. Les régions françaises pèsent 0,07% du déficit public, explique l'élu. Jacques Oxiette qui ajoute cependant que s'il fallait malgré tout un jour faire évoluer les limites administratives, la seule solution cohérente sera la création d'une grande région Ouest, fusion de la Bretagne et des Pays de la Loire. C'est donc la fusion des Bretons et des Ligériens qui semble la plus évidente pour le président de région. Mais pour la Vendée, il y a une autre possibilité qui se fonde elle aussi sur des critères historiques, c'est le rattachement au Poitou. Tout au long de l'histoire, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a toujours eu une attraction vers le sud. Pour vous, si jamais on devait faire évoluer les choses, la Vendée doit être dans une région aquitaine qui irait des Pyrénées-Atlantiques à la Vendée, grosso modo. Ça me paraît un peu la logique. Si on prend l'actuel découpage régional, donc la Vendée fait partie des Pays de la Loire. Depuis une période très récente, ça date de 1956. Jusqu'en 1956, administrativement, la Vendée faisait partie du Poitou.
Extrait, vous l'avez vu, de l'émission Une semaine à la une, dont vous retrouverez l'intégralité demain à 13h20 sur TV Vendée. Et puis un mot de justice avec la condamnation hier du député maire de Cholet. Une amende de 3 000 € avec sursis pour apologie de crimes contre l'humanité. En juillet dernier, et en parlant des gens du voyage, Gilles Bourdoulex avait déclaré qu'Hitler n'en a peut-être pas tué assez. Fin de citation. 3 000 € et 600 € supplémentaires, toujours avec sursis, pour insulte et diffamation à l'encontre du journaliste du Courrier de l'Ouest qu'il avait insulté sur un plateau télé. Dites-leur comment vous vous tenez au bureau et le British Medical Journal vous dira combien de temps il vous reste à vivre. Plus sérieusement, la position assise concerne les 3/4 des Français qui travaillent dans le tertiaire. Et si vous êtes plutôt du genre à vous avachir, elle n'a rien de bon pour votre santé. Pierre Dalicieux. Regardez bien autour de vous, des dos courbés, des jambes croisées, vous devez en voir souvent. Vous-même, êtes-vous sûrement un adepte de ces mauvaises postures ? Eh bien, un conseil, essayez d'y remédier, car ces mauvaises habitudes risquent bien d'un jour ou l'autre de vous jouer des tours. Le fait d'être assis toute la journée, d'être sur sa chaise, toujours en flexion, triple flexion, le dos toujours arrondi, on se fixe, on se concentre sur un travail, on n'est pas à l'écoute de son corps et on reste sans bouger. Et c'est à ce moment-là que vraiment les muscles vont être en tension, toujours les mêmes groupes de muscles. Donc on fatigue énormément le dos. Il faudrait se lever un peu plus, il faudrait bouger, il faudrait s'étirer le dos, s'assouplir, rentrer le ventre pendant qu'on travaille. Prendre le temps un petit peu de se mouvoir, de se mobiliser. L'idéal est donc de ne pas rester assis continuellement. Une fois dans votre fauteuil, évitez de vous courber en optant plutôt pour une position la plus droite possible. Car en plus des douleurs dans le dos bien connues, rester assis longtemps et de surcroît dans une mauvaise position pourrait entraîner des varices, des dégénérescences musculaires ou même des maladies cardiaques. Certains vont même beaucoup plus loin. Selon une étude américaine qui date de 2010, une personne qui resterait assise 6 heures par jour perdrait en moyenne 1 an et demi d'espérance de vie par rapport à une autre qui, elle, se lèverait au bout de 3 heures. Delphine Ledu, elle doit beaucoup bouger. Bonjour Delphine. Bonjour Caroline. Alors vous allez nous parler de cet agenda sportif du week-end. Et on va commencer avec du tir à l'arc. Ça se passe à Grosbreuil et c'est donc ce week-end. Samedi et dimanche se déroule le championnat de Vendée de tir à l'arc à Grosbreuil. 112 des meilleurs archers de Vendée seront présents, du benjamin au super vétéran. Le samedi est réservé aux jeunes archers et le dimanche aux adultes. Entrée gratuite, début de la compétition à 9h30. Il y en aura donc pour tous. On poursuit cet agenda avec un tournoi de badminton à Luçon. Il s'agit d'un tournoi interrégional organisé par le club de Luçon. Ça se passe dimanche à la salle des Commets. Au programme de nombreux matchs et une démonstration de handi-badminton. L'entrée est gratuite et les matchs démarrent à 8h. Allez, on va continuer avec du football maintenant, Delphine, et puis les Genoux qui courent après une 5e victoire. Et au match aller, l'équipe du Poiré s'était inclinée 3-2 face à Boulogne. Samedi soir, les Genoux vont tenter de décrocher une victoire si les conditions météo le permettent. En CFA, Fontenay devait recevoir Romorantin, mais la rencontre a été annulée à cause de la pluie. Et donc il devait y avoir du rugby aussi. Oui, le FCY devait recevoir Plouzané au stade des Granges, mais la rencontre a été reportée. Bon, et on tiendra au courant évidemment pour les nouvelles dates. On va passer à un autre sport qui lui ne craint pas la pluie, évidemment, c'est le volley. Avec les airs bretets de l'élite masculine qui accueille l'équipe de Conflans, c'est samedi soir au gymnase de l'Amiral. Et chez les filles de la Nationale 2, l'équipe des Landes-Génusson rencontre l'équipe de Nantes-Léo-Lagrange. C'est à 16h, salle Océane. Et puis on termine cet agenda, Delphine, avec du ring hockey et la Vendéenne qui rencontre un club breton samedi. Je me demande pour quel club votre cœur va balancer. Et l'équipe, oui, de la Vendéenne, qui est l'une des meilleures équipes de défense de la poule. Et elle affronte justement Ploufragan samedi soir. Et ça se passe à la salle de l'Angélemière. Et donc c'est la fin de cet agenda. Merci beaucoup Delphine. On vous retrouve évidemment lundi soir avec 85 chronos. Et vous allez nous en dire un petit peu plus sur vos invités. Oui, nous parlerons de tennis avec Régis Tétard, président du comité de Vendée. Nous parlerons bien sûr de la Coupe Davis et des premiers entraînements de l'équipe de France qui commencent dimanche. Et la Coupe Davis en elle-même, les matchs de ce premier tour, c'est donc le week-end prochain. Voilà. Ça commence vendredi d'ailleurs, je crois. C'est ça. Et il n'y a plus une seule place de disponible. Plus aucune. L'intérêt de regarder TV Vendée, lundi suivant, il y aura toutes les images. Exactement, Caroline. Voilà, je fais de la pub en même temps. On va continuer avec de la voile aussi. Ça, c'est pas à venir, mais c'est en cours. Sur son maxi trimaran Sodebo, Thomas Coville essaie de battre le record du Tour du monde en solitaire et multicoque. Il est parti de Bretagne il y a une semaine. Et là, le skipper au sponsor vendéen vient de franchir l'équateur. C'était cette nuit. Fini le poteau noir, donc cette bande de basse pression qui ceinture la terre avec son lot de dangers pour les marins.
Un poteau noir cette nuit, toujours aussi capricieux. On croit que ça va bien se passer et qu'on est à un endroit assez étroit, qu'il n'y a pas trop d'activité. C'est quand même un combat et une bagarre physique d'abord, parce qu'il faut vraiment se bouger. Et ce qui est plus dur, c'est le côté, je trouve, mentalement, qu'il n'y a rien de rationnel et il n'y a rien à comprendre dans le poteau noir. Et ça, j'ai du mal, j'avoue, en tant que cartésien, à accepter que les choses se fassent et que je puisse pas les comprendre. Mais ça s'appelle le lâcher prise et je suis pas toujours très fort là-dedans. Et puis on le disait hier, la Montoise Chloé Trépeuch, dont le père tient un centre équestre en Vendée, est sélectionnée en équipe de France pour les Jeux Olympiques de Sotchi. Une sélection pour l'épreuve de snowboard cross du 16 février prochain. C'est une grande satisfaction parce que bon, déjà je reviens de blessure, je me suis fait opérer des ligaments croisés en mars dernier. Donc c'était un début de saison un peu compliqué, de revenir de blessure. Donc je suis vraiment soulagée et contente d'aller aux Jeux Olympiques. Après, le vrai objectif c'est la médaille, donc rien n'est fini. Mon grand frère et mon père et une petite partie de la famille Trépeuch se rendent en Russie, donc ça me fait très plaisir. Alors ces fameux Jeux Olympiques d'hiver, ça se passe donc à Sotchi dans le sud de la Russie et c'est du 7 au 23 février. Direction maintenant Challans avant de se quitter. Christophe Gouraud fait partie des 9 Français propriétaires d'un aigle royal, un animal avec qui il part régulièrement à la chasse au vol. Une technique qui se pratique aussi, comme vous allez le voir dans ce reportage, avec une buse. Et donc Christophe Gouraud a partagé quelques secrets avec Anthony Jamin. Voici Sally, une buse de Harris provenant du Mexique, et Salsa, une buse à queue rousse originaire d'Amérique du Nord. Et puis il y a Taïga, l'aigle royal venu d'Autriche et sa stature imposante. Agile, puissant, rapide, il peut fondre sur des proies 5 à 6 fois plus lourdes que lui, en exerçant grâce à ses serres la pression considérable de 280 kg au centimètre carré, comme c'est le cas sur cette vidéo amateur lors d'une chasse au chevreuil. En comparatif, c'est vrai que ce serait un boxeur professionnel avec un jeune enfant en train de boxer. Donc effectivement, ce qui fait la différence, c'est le mental. Avec ses rapaces, Christophe pratique la chasse au vol depuis près de 6 ans. Étant dresseur de chiens d'arrêt, sa grande spécialité, c'est de combiner le chien et le rapace dans la même action de chasse. Aujourd'hui, c'est Sally, une buse de Harris, qui va nous montrer ses talents d'oiseau de proie après la traditionnelle pesée. Il a l'habitude, hop, tout de suite, il sait qu'il va se faire peser. Lui, il vole normalement à 860 grammes. Là, on voit aujourd'hui, il a 870. Bon, il a 10 grammes de trop, mais enfin, sur ce type d'oiseau, une buse de Harris, il n'y a pas trop de soucis, quoi. Si je le faisais voler, moi, à 950 grammes, peut-être qu'il aurait moins d'allons à aller à la chasse, tout simplement. Donc voici Buggy. Cette collaboration entre Buggy et Sally, c'est beaucoup de travail, le rapace craignant naturellement les canidés. Allez, Buggy. Et pourtant, chacun joue un rôle très précis dans la capture d'une proie commune. Le but du chien, là, c'est de trouver un gibier. Donc il va prendre une émanation. Quand il prendra une émanation, il va s'arrêter, il va se mettre en état cataleptique. Et là, moi, je lancerai l'oiseau. Buggy, le setteur anglais, semble avoir flairé une proie potentielle. Cool. La chasse est lancée. Désormais, la buse de Harris n'a plus qu'un objectif, saisir sa proie au vol. Plac. La perdrix est prise. Sally tient entre ses serres un perdreau. Et voilà. Moi, j'ai récupéré la perdrix qu'on va mettre dans le carnier et on va repartir à la chasse. Depuis des siècles, la fauconnerie, c'est un art qui se transmet. Donc moi, on m'a transmis cet art, les gestes. La fauconnerie, elle a son langage également. Hop, salut! Depuis fin 2013, cet art de chasse ancestrale est d'ailleurs inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Bon, alors on ne sait plus trop comment l'annoncer, même avec le sourire. Le ciel va rester bouché demain samedi et les averses vont s'enchaîner, du vent aussi. 40 km/h dans les terres, 45 sur le littoral. Dimanche, pas mieux. Et lundi, même chose. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve lundi, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bon week-end quand même. Un peu pluvieux, c'est vrai. En tout cas, très bon week-end à tous et à lundi.